Au départ, la CIRGL a donc deux objectifs. Un objectif sécuritaire de paix, parce que ce n'est que dans la sécurité, lorsqu'il y a la sécurité et la paix, qu'on peut aller sur des questions de développement. Donc la question sécuritaire est bien évidemment prioritaire. Mais ce que nous avons également quand même confirmé dans la prise de cette présidence, vous l'avez entendu lorsque le président de la République a réagi, c'est que la RDC, ça c'est important de le préciser, ne prend pas cette présidence avec un objectif de régler des comptes. Elle prend cette présidence avec l'objectif très constructif de pouvoir utiliser cette plateforme pour ramener la paix et renforcer l'intégration économique régionale. Sur ces questions-là, aujourd'hui, nous avions également organisé en parallèle de son marge, comme on dit, de ce sommet, ce qu'on a appelé, nous, un segment de haut niveau, au cours duquel, justement, nous avons présenté trois grands projets intégrateurs que nous estimons être des potentiels success stories, comme on appelle en anglais, des projets à succès, s'ils vont jusqu'au bout. Nous avons eu un débat très constructif avec des acteurs publics, des ministres, des acteurs du secteur privé sur le projet Lobito. Nous avons eu la même chose sur le projet du corridor nord du pays et sur le projet du corridor central avec le train qui doit quitter la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Cela avait pour nous un objectif et de démontrer que la RDC est disposée et disponible, bien évidemment, à travailler étroitement avec tous les pays de la région sur des projets économiques qui peuvent justement permettre de renforcer la paix. Aujourd'hui, le projet du Grand Nord est avec l'Ouganda, le projet central est avec le Burundi et la Tanzanie, et le corridor de Lobito, c'est avec la Zambie et l'Angola. Donc vous voyez que quand les relations entre les États sont stables, sont on va dire, respectueuses des règles et des normes, des projets peuvent émerger et renforcer cette stabilité. Donc, ça démontre clairement que la question de la paix, nous devons la régler en priorité et urgemment si nous voulons que les retombées, bien évidemment, économiques, puissent intervenir. Voilà, merci. On va prendre la question de M. John Kanyune. Monsieur le ministre, peut-être qu'il faut... Je comprends les inquiétudes et les préoccupations par rapport à notre existence dans ces différentes organisations. Mais l'organisation, comme je l'ai dit, a été créée pour permettre de garantir la stabilité et la paix. S'il y avait la stabilité et la paix partout, cette organisation, en réalité, n'aurait pas lieu d'être. Donc notre présence dans cette organisation est de pouvoir l'utiliser en utilisant les outils. J'insiste, ce protocole sur la non-agression est un outil ratifié par tous les membres de cette organisation. Et dans cette organisation, vous avez tous les pays impliqués directement ou indirectement dans le conflit. Donc nous estimons que diplomatiquement, politiquement, il est important que la RDC soit très active au sein d'une plateforme comme celle-là pour pouvoir justement pousser à ce que tous ensemble, 11 pays sur 12 ont quand même signé cette déclaration. Ça veut dire qu'on doit continuer à pousser diplomatiquement également en utilisant d'autres moyens, mais diplomatiquement, ce qui nous concerne, tous ensemble pour que cette règle-là soit respectée. Donc ça, c'est notre existence est importante dans ces plateformes. Les autres, pourquoi elles ne condamnent pas encore? Je pense que c'est un travail diplomatique qui doit se faire et que nous continuons à faire. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement tout entier, nous continuons à sensibiliser, à faire du plaidoyer, à faire des actions et des activités diplomatiques, d'où l'importance de l'organisation d'un sommet comme celui-là. Vous avez eu des chefs d'État qui sont venus, des prises de position officielles, donc ça fait partie des actions diplomatiques du pays pour que, justement, nous puissions mettre un terme à cette guerre. Elle a trop duré. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC est décidée à mettre un terme pacifiquement de préférence à la souffrance de nos populations. Monsieur le ministre, est-ce que le Rwanda a été invité à participer à ces sommets? Alors, c'est une bonne question qui nous a été posée assez régulièrement. Oui, je le dis fermement, fortement. Le Rwanda a été invité par les canaux diplomatiques appropriés à participer à ce sommet. Ce sommet, d'ailleurs, qui est très important, qui a été organisé en deux phases. La première phase, c'est la phase des réunions préparatoires qui ont eu lieu du 31 octobre au 12 novembre. Cette réunion a connu ici la visite de plusieurs instances importantes. Nous avons eu les chefs des renseignements des pays membres. Il y a 8 chefs de renseignement qui étaient ici, de 8 pays. Nous avons eu les ministres de la Défense, nous avons eu les ministres du genre, nous avons eu les ministres des Mines. Et donc, vous voyez que tous les pays ont été présents ou correctement représentés. Malheureusement, le Rwanda a préféré, je pense, ne pas y participer. Nous avions également donné l'option et la possibilité d'une participation virtuelle. Nous comprenons que la situation peut être difficile.
Mais là également, elle n'a pas été utilisée. Donc oui, inviter en utilisant les mécanismes diplomatiques appropriés, mais aucune présence ni dans les réunions préparatoires ni au niveau du sommet. Voilà, merci. On va prendre la prochaine question notamment de la signature de l'accord cadre de Doha. Il faut savoir qu'il y a une priorité pour nous qui est prioritaire, une priorité prioritaire, permettez l'expression, c'est de desserrer le taux sur la situation humanitaire que vivent nos populations dans cette partie du pays. Je ne voudrais pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites ici abondamment, et le président de la République n'est venu que préciser un certain nombre de choses, parce qu'il est revenu sur sa participation à la conférence de Paris, mais surtout sur ce que le membre du gouvernement, pas seulement ceux-là que vous avez cités, qui sont habilités, puissent faire diligence sur des sujets qui les concernent. Et donc, je voudrais donner une toute petite précision, parce que je ne pense pas qu'il y a lieu de faire des commentaires, parce que nous sommes à Doha justement pour être sûr qu'on apporte de réponses. On a signé un accord cadre qui repose sur 8 questions, pour lesquelles 2 ont déjà trouvé des réponses, donc la question de prisonniers, la question du cessez-le-feu. Il y a d'autres qui viendront. Je pense que vous avez eu l'occasion de lire les communiqués que nous avons faits à propos. Donc, au-delà du mécanisme de libération de prisonniers, il y a les mécanismes des surveillances et des vérifications des cessez-le-feu, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, l'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, la justice, la vérité, la réconciliation. Donc, si vous avez lu l'accord, il y a donc une volonté pour nous d'aller très vite. Et d'ailleurs, dans le communiqué que nous avions fait, nous avions dit qu'il faut y aller dans les brefs délais. Et si vous suivez les processus, vous allez voir que ceux avec qui nous sommes dans ces processus, donc les Américains, les Qataris ou encore le Togo, tous et nos partenaires ont salué ce pas qui a été franchi. Maintenant, il faut qu'on se donne rendez-vous dans moins de 2 semaines maintenant, parce que ça courait à partir de samedi, pour laisser les discussions se faire et définir les calendriers ainsi que les mesures qui doivent accompagner l'application de tous ces protocoles. On en aura 6 parce qu'on en a déjà 2, et c'est l'ensemble de ces 8 mécanismes ou de ces 8 questions, des réponses à ces 8 questions qui nous permettront d'avoir un accord final. C'est bien cela l'essentiel pour ne pas, il ne faut pas tomber dans l'agitation comme j'ai vu le jour de la signature. Évidemment, il faut peut-être quelques cours de communication, mais sur ces sujets-là, pour nous tenons à un retour rapide de la situation normalisée pour nos populations, et nous avons balisé le cadre qu'il faut. Dans les jours qui viennent, il y aura des discussions qui vont nous permettre d'aller vers des solutions. Voilà, Monsieur le Ministre, pour les questions qui vous concernent. Merci, chers collègues. Alors, sur la question de savoir comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements, je comprends que cette question soit une question importante pour le Congo vu les conséquences, mais je tiens quand même à préciser un élément important. La CIRGL est une structure multilatérale, et donc plusieurs conflits sont gérés au sein de la CIRGL, y compris le conflit important pour nous, prioritaire du Rwanda. Important de le préciser pour ne pas que nous donnions l'impression que la CIRGL est une structure qui se focalise sur le Rwanda. On a parlé du conflit au Soudan, on a également parlé du conflit en Centrafrique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements? C'est la même chose, c'est-à-dire que nous ne pouvons, et ici, nous ne sommes que dans la phase diplomatique et politique. Donc tout ce que nous pouvons faire ici, c'est utiliser des outils auxquels le Rwanda a souscrit. J'insiste, c'est extrêmement important. Le Rwanda a souscrit à cet outil. Donc nous pensons avec les autres États aujourd'hui, parce que les autres États ont également signé cette déclaration, que ce cadre peut nous permettre de faire pression sur le Rwanda pour que ces troupes soient retirées et que ce conflit soit réglé pacifiquement. Il y a également, je le répète, le protocole sur les minerais qui sont issus des zones
des zones de guerre et de corruption, très important. Processus de certification qui existe également. Le président, vous l'avez suivi, a parlé du renforcement de ce processus, parce qu'il y a un processus de certification qui devrait être renforcé par un processus, cette fois-ci, de traçabilité. La traçabilité, c'est de l'origine jusqu'à la vente, finalement, à l'exportation. Et la certification, c'est une fois que les produits sont arrivés. Donc ça fait partie des objectifs de la RDC, de la vision de la RDC, travailler sur toutes ces questions avec l'objectif ultime de rendre les relations entre les États de la région et de cette organisation beaucoup plus pacifiques et dans le respect des intérêts et des règles. Spécifiquement, n'oubliez pas qu'il y a moins de 2 semaines, ou un peu plus de 2 semaines, nous étions à Londres avec la première ministre et chef du gouvernement dans le cadre justement de sa participation à un grand débat sur CNN par rapport au développement de l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de rencontrer David Lammy, qui est le vice-premier ministre chargé de la justice du gouvernement britannique. Avant, il était Foreign Secretary aux affaires étrangères. Ensuite, nous avons une réunion avec justement les responsables, le ministre de l'Intérieur, pour parler de cette question. Et je pense qu'avec la première ministre et chef du gouvernement, on est assez sensibilisés. J'ai échangé à ces sujets encore cet après-midi avec la ministre Kaikwamba, qui travaille avec le vice-premier ministre Jacquemain Chabani pour s'assurer de voir à travers les différents outils qui existent comment nous pouvons continuer justement le travail. Mais il y a un point sur lequel la première ministre avait insisté, c'est-à-dire que s'il y a des retours qui doivent être faits de nos compatriotes qui sont là-bas et qui sont en situation difficile par rapport à leurs documents, ça doit se faire dans le respect des droits humains. Et je pense que pour l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que la discussion a déjà commencé entre notre gouvernement et les leurs. Au niveau des affaires étrangères et de l'intérieur, il y a des mesures qui sont prises et les moments venus, on pourra évidemment les communiquer avec les gouvernements britanniques et nous assurer que la République démocratique du Congo, que les ressortissants de la République démocratique du Congo ne soient pas concernés par cette mesure. Voilà. Monsieur le ministre, pour vos questions. Merci, chers collègues. Alors, cette question sur la commission d'audit est extrêmement importante. Je l'ai mentionné très brièvement. Effectivement, il faut peut-être que je revienne dans les détails, parce qu'elle conforte la nécessité pour la RDC de continuer à agir fortement, à être présente dans ce type d'organisation dans lesquels les États membres ont pris des engagements. Cette commission d'audit est issue donc du protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ce protocole interdit à tous les pays membres d'utiliser des ressources qui sont issues de l'exploitation illégale. Vous l'aviez probablement entendu, l'avant-dernier ministre des Mines avait déclaré les zones occupées de l'Est de la RDC comme des zones rouges, les zones minières. C'est le point de départ finalement de ce comité d'audit, parce qu'en déclarant ces zones rouges, ça impliquait que ces zones rentraient dans la description, dans le descriptif qui est repris dans ce protocole. Mais pendant cette période, une analyse a été faite et il a été constaté que l'un des pays bénéficiaires de ces ressources avait une augmentation de l'exportation des matières premières issues de ces zones minières injustifiée. Et donc, c'est cela qui a permis alors à la RDC de pouvoir initier le mécanisme d'enquête. Un groupe d'enquêteurs a été mis en place. Ils ont été renforcés en termes de capacité pour pouvoir mener à bien ce travail. Ils sont en train de travailler aujourd'hui, le groupe d'auditeurs. La phase suivante va être justement de se rendre probablement dans les différents pays concernés pour pouvoir poursuivre ce travail. Donc nous suivons ce processus de très près et les conclusions de ce processus devront être ramenées jusqu'au niveau du sommet pour que des positions et des recommandations ou des décisions soient prises par rapport à... Tenter de la régler de manière définitive. Il ne faut pas oublier que la diplomatie a son temps, mais je pense que lorsque vous regardez la dynamique dans laquelle nous sommes depuis le 27 juin, on n'avance peut-être pas à rythme grand V, on avance. Et donc aujourd'hui, nous avons l'accord de Washington, dont la pleine application dépend de la fin des discussions au niveau de Doha. Et ce qui a été fait samedi résume plus ou moins
toutes les questions que les autres disent entre guillemets causes profondes, s'il faut utiliser cette formule, qui vont nous permettre, lorsqu'on y donnera la réponse, je ne voudrais pas rappeler l'objectif des discussions de Doha, vous le connaissez, lorsqu'on aura fini de donner des réponses pour chaque 8 points répertoriés et les niveaux d'application, on aura l'autre pendant qui permettra la pleine application de l'accord de Washington. Et vous savez bien que l'accord de Washington, on est revenu dessus il y a quelques jours. Dès qu'il donnera les résultats, dès qu'on évaluera l'exécution satisfaisante du CONOPS, qui est le volet sécuritaire de l'accord, qui passe entre autres par les retraits de ce qu'on appelle mesures de défense du Rwanda, mais en réalité de son armée, et de la fin de son soutien à ses supplétifs, nous pourrons parler d'intégration. Un peu la gymnastique dans laquelle notre collègue, le ministre Floribert Anzoluni, nous soumet, c'est d'expliquer qu'en fait, on ne peut pas arriver à une intégration économique lorsqu'il n'y a pas de paix, lorsqu'il n'y a pas de stabilité. Et dans ce qui se fait à Washington, qui sera complété par ce qui se fera à Doha, on pourra avoir les réponses pour une crise qui dure 30 ans. Lorsqu'on aura donné des réponses à ces crises, lorsqu'on aura ramené la stabilité dans cette partie du pays et l'intégration régionale, l'intégration économique sera plus fluide. Et donc, il faut considérer que nous avons une boussole, nous avons un plan, nous avons un processus laborieux, mais nous considérons que nous avançons et nous souhaitons que très rapidement, et c'est les messages que nous passons notamment à travers les différentes médiations, qu'on arrive à la conclusion pour qu'on desserre l'étau sur nos populations. Parce qu'il ne faut pas oublier que le point principal pour nous, c'est de nous assurer que nos populations des partis et sous-occupations soient soulagées très rapidement de cette situation. Monsieur le ministre. Merci, cher collègue. Alors, à la première question de savoir si la RDC est satisfaite du travail de la CIRGL. Alors, je crois que la question n'est pas très bien posée, parce que la CIRGL est une structure permanente qui règle le conflit de manière permanente. Et ce que je peux dire aujourd'hui en toute sérénité, c'est que l'Angola, qui est le pays sortant, est un pays frère qui est très impliqué sur la question du conflit congolais, qui a pris part à plusieurs initiatives et qui continue à être engagé dans ces initiatives-là. Donc ça, c'est assez évident. Maintenant, notre prise de présidence de cette CIRGL doit nous permettre d'améliorer ce que nous pensons qui aurait dû être fait mieux que ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc on va voir maintenant dans un avenir dans un avenir prochain, on va dire, on verra si nous pouvons, nous, à notre niveau, sur base de la vision qui a été présentée par le chef de l'État, améliorer cet engagement de la CIRGL. Mais déjà, vous pouvez constater que, j'insiste, la demande du retrait du pays agresseur est unique. Il n'y a aujourd'hui aucune autre organisation qui a reconnu de manière aussi claire qu'il existe en RDC un pays agresseur et qui exige son retrait. Et 11 des 12 pays de la CIRGL étaient présents. C'est un pas. Maintenant, nous devons continuer à dialoguer de manière pacifique pour sortir de là. Alors, sur la question de l'hôpital, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Mais ce que j'ai entendu le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba dire lors du panel sur l'hôpital, c'est lui qui est en charge en tant que ministre sectoriel, c'est justement nous rassurer sur le fait que les aspects liés aux communautés locales, au secteur privé, sont justement sont pris en compte aujourd'hui par le projet. La Banque mondiale qui était représentée nous a également conforté sur ce point-là. Maintenant, pour aller dans plus ample détail, je laisserai le vice-premier ministre pouvoir le faire. Je pense qu'il a un événement sur la question prochainement d'ailleurs. Merci. Voilà, on va... Sur l'intégration économique régionale a été citée en 5e position parce que le premier des préalables, c'est la paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur ces questions-là, mais pour que l'intégration économique puisse être mise en œuvre, on a donné des exemples. Aujourd'hui, l'Obito existe parce que nos rapports avec l'Angola et la Zambie ne sont pas conflictuels. Aujourd'hui, le corridor Tanzanie-Burundi, le rail existe parce que nos rapports avec le Burundi et la Tanzanie ne sont pas conflictuels. Donc,
je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de ramener la paix au sein entre nous et les différents pays concernés. Et ensuite, nous rentrerons maintenant sur les questions de développement et d'intégration économique, et en utilisant des outils, comme l'a dit M. le Président de la République et chef de l'État, des outils tels que des outils de traçabilité, de certification. Ce sont des outils qui doivent nous permettre justement d'améliorer, d'assainir le cadre pour que cette intégration économique puisse devenir une réalité avec les pays avec lesquels ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et j'ai un élément que j'aimerais également rajouter d'ailleurs. On n'en a pas parlé, Monsieur le Ministre, permettez-moi, c'est le MCVE. C'est le mécanisme de vérification. Ce mécanisme-là de vérification, vous le trouvez, de vérification sécuritaire, a été inclus dans l'accord de Washington. Tout à l'heure, on parlait de l'accord de Washington, comme mécanisme de vérification, justement, entre les deux pays. Mais ce mécanisme-là, voilà une autre raison pour laquelle notre présence et notre présence forte dans ce genre d'organisation est importante. Ce mécanisme fait partie de la CIRGL. La présidence de ce mécanisme jusqu'à présent était congolaise, et le mécanisme est basé à Goma. Et donc, voilà encore un outil qui a été mis en place et validé par les 12 pays qui aujourd'hui se retrouvent dans un accord en cours de construction qu'il faudra renforcer pour que nous puissions, pour que cet accord, la mise en œuvre de cet accord puisse devenir une réalité. Donc voilà. Voilà, on va prendre la question de M. Pichou Moulumba, et pour la dernière série, ce sera Benoît Niemba, Onassis Mutombo. Et les réponses qu'il doit apporter pour les situations que nous connaissons. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Nous prendrons évidemment rendez-vous pour faire le suivi de ce qui a été dit, et surtout que nous avons 2 ans de présidence de cette institution. Le président de la République a donné les grandes lignes, et la République démocratique du Congo va s'engager, comme de coutume, par rapport à sa ligne diplomatique, à faire sa part pour que non seulement la paix puisse être restaurée, mais pour faire éclore le potentiel de développement de cette partie du continent africain. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être pleinement mobilisés pour participer à cet exercice de redevabilité. Je rappelle que le président de la République et toute la nation s'étaient mobilisés aujourd'hui pour remercier, dire nos encouragements aux léopards. L'invitation, c'est que nous tous, nous restons soudés derrière nos léopards, parce qu'avant même l'échéance qui va donner la qualification pour la Coupe du Monde, nous allons y arriver, nous puissions d'abord faire histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer le mois prochain au Maroc. Et donc ces blocs de soutien est nécessaire pour permettre à nos joueurs d'avoir le mental d'acier qui nous permette d'être encore meilleurs, et surtout que le football, Monsieur le ministre Floribert Anzoloni, est une passion qui est largement partagée. Largement. Merci beaucoup de votre participation à cet exercice, et au revoir. Merci. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.